Alors aujourd'hui, on va voir le calcul, viager. Donc, on va voir la théorie, différents exemples. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je vais, partir sur le principe du viager occupé. Donc vous expliquer un petit peu, vous rappeler, on va dire, les grandes bases sur le viager occupé, comment ça fonctionne. Et du coup, commencer à introduire un petit peu la partie calcul. On va parler après des espérances de vie, des différents barèmes viagers qui peuvent exister sur le marché, comment on va déterminer le rendement locatif brut et le rendement locatif net d'une opération immobilière, parce que ça va avoir du coup un impact sur, la valorisation de notre viager occupé. Et après on va rentrer un peu plus en détail sur le calcul du droit d'usage et d'habitation, je vais vous le rappeler, tout à l'heure, et du coup de la valeur occupée. Une fois qu'on aura déterminé la valeur occupée, on va pouvoir, faire le calcul de la rente viagère et après je basculerai sur, le simulateur, de calcul que l'on a chez Vita Pecunia, pour voilà, pour vraiment rentrer sur des exemples particuliers, vous montrer les différents impacts qu'on va avoir, lors du calcul d'un viager occupé. La première chose importante, au niveau du principe du viager occupé, donc je vais vous le rappeler rapidement. Un viager occupé, on va avoir un vendeur qu'on va appeler un crédit rentier, qui va du coup vendre son logement en restant chez lui. Il va du coup avoir un droit d'usage et d'habitation, donc généralement ce qu'on appelle un TUH. Dans des cas un peu plus rares, il peut avoir un usufruit qui va du coup lui octroyer des droits un peu plus importants. La réserve de ce DUH généralement va être viagère, c'est-à-dire qu'elle va s'éteindre au moment de son décès. Puisque l'acheteur, lui, ne va pas pouvoir habiter directement dans le logement ou même le mettre en location, il va acheter le logement moins cher que s'il avait acheté le même logement dans une transaction, immobilière classique, hein, c'est-à-dire, une vente immobilière libre. Donc on va du coup avoir une décote. Cette décote va dépendre, de plusieurs choses, espérance de vie, donc du coup la durée durant laquelle l'acheteur ne pourra pas, avoir la pleine propriété du bien, hein, avoir directement la jouissance, lui, du bien puisque ça va être le vendeur qui va l'avoir sur une durée théorique qui va être égale à son espérance de vie. Mais également aussi ce qu'on appelle le rendement locatif, hein, c'est-à-dire finalement le rapport entre la valeur, d'occupation du bien et le prix du bien. Donc, je rentrais tout à l'heure un petit peu plus dans le détail, comment on calcule le rendement locatif. Donc il y a 2 variables, qui va déterminer un droit d'usage et d'habitation. On va avoir la durée durant laquelle le droit va être réservé, l'espérance de vie et du coup, le ratio loyer sur valeur du bien, le rendement locatif. Forcément, si pour un bien de 200 000 €, le loyer est plus élevé que pour un autre bien, du même prix à 200 000 €, forcément du coup, le DUH va être plus important puisque le «préjudice» entre guillemets pour l'acheteur sera plus fort. Alors les espérances de vie, comment on les détermine? Les espérances de vie, elles viennent de plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs tables de mortalité. La table de mortalité INSEE, la table de mortalité, TGH. Alors, c'est des sujets qu'on connaît bien. Alors moi, je ne me suis pas présenté, mais, je suis actuaire, membre de l'Institut des actuaires, donc j'ai beaucoup travaillé sur ces problématiques-là. On utilisait du coup les espérances de vie lorsque je travaillais dans les assurances pour faire, tous les calculs, par la suite. Donc généralement, on va avoir plusieurs espérances de vie enfin plusieurs tables de mortalité, sur des tables statistiques, sur, qui va refléter l'espérance de vie pour un sexe donné, si c'est plutôt homme ou femme, hein, puisque comme vous le savez, généralement les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes et puis aussi, bah, l'espérance de vie qui est conditionnée à l'âge de la personne. Une personne de 80 ans va avoir une espérance de vie peut-être de 10 ans, alors une personne un peu plus, âgée aura une espérance de vie plus courte. Donc les espérances de vie sont généralement sur 2 critères, l'âge, et le sexe. Et on va retrouver, donc je vais les noter, on a généralement les tables qui sont faites par l'INSEE, on a d'autres tables qui peuvent être faites par exemple par l'INED, on a aussi des tables qui sont faites par exemple par les assureurs, les TH05, TGF05. Ce sont des tables qu'on appelle générationnelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un petit peu différentes des autres. Les différents barèmes qui existent sur le viager, les différents barèmes viagers qui existent sur le marché, on va généralement trouver un barème principal qui s'appelle le barème d'Aubry, qui de manière enfin qui est beaucoup plus simple en termes d'application puisque, on va pas, avoir besoin de faire le calcul, économique que je vais vous montrer tout à l'heure, parce qu'il intègre déjà de manière sous-jacente, en hypothèse, les espérances de vie et puis, du coup le rendement locatif. Mais je vais vraiment revenir sur les calculs, parce que du coup, ça va être plus simple pour vous je pense de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc une fois qu'on a, j'ai noté, le DUH, il est conditionné par 2 choses. Donc il va être conditionné par l'espérance de vie.
autrement dit la durée durant laquelle l'acheteur ne pourra, pas rentrer en possession du bien ou le vendeur, combien de temps en moyenne il va rester dans le bien et également le rendement locatif. Exactement, rendement locatif. Hop. Le rendement locatif, comment on calcule? Ben, c'est assez simple, hein. J'ai un bien, je vais avoir ce qu'on appelle une valeur vénale libre. Autrement dit, la valeur du bien sur le marché, si on l'avait vendu dans des conditions, classiques, hein, de manière libre. Si j'ai un bien qui vaut 300 000 € et que, le loyer de marché du bien, c'est-à-dire, sur le marché, c'est un logement qui pourrait se louer en l'état à 1 000 € hors charges, par exemple, par mois, et bien, hop, 1 000 €. Le rendement locatif brut, ça va tout simplement être le loyer mensuel fois 12 divisé par la valeur vénale libre. Donc là, je vais avoir 4 de rendement locatif dans mon exemple. Le rendement locatif net, on va intégrer aussi des charges, puisque, alors ça va dépendre du droit réservé, mais un DEH, il faut savoir en fait que le vendeur va avoir des charges en moins. Et donc du coup, pour que ça puisse être, équitable pour tout le monde, on va retenir du coup un rendement locatif net qui va exclure finalement ces différentes charges. Donc par exemple, si je prends, on va dire, des charges annuelles qui vont s'établir à peut-être 3 000 € sur le logement, et bien, le rendement locatif net, ça va tout simplement être le loyer hors charge, hop, annuel, moins les charges, annuelles que j'ai ici, divisé par la valeur vénale libre. Là, je vais tomber à 3 de rendement locatif net. Et donc, pour résumer, le droit d'usage et d'habitation, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être, une valorisation, on va dire, des loyers qui devraient être payés normalement sur l'espérance de vie, du vendeur. Donc, si je prends, par exemple, on va dire un homme de 80 ans qui a une espérance de vie de, par exemple, 10 ans, donc ça, c'est ma table de mortalité qui va me donner cette espérance de vie. De manière un peu naïve, en fait, je pourrais dire: «Cet homme va rester 10 ans dans son logement, donc l'acheteur ne pourra pas percevoir 10 années de loyer, 10 années de loyer effectivement et donc il faudrait prendre 12 fois le nombre de loyers mensuels, multiplié par, plutôt faire hop, je vais prendre des loyers du coup, des loyers nets, donc je vais enlever les 3 000 € annuels multipliés par l'espérance de vie. Donc le stock entre guillemets «de loyer net» serait de 90 000 €. La seule problématique en fait que l'on a, c'est que l'acheteur pourrait dire oui, le vendeur pardon pourrait dire: «Oui, effectivement, les loyers à venir durant 10 ans sont de 90 000 €. Sauf que moi, si finalement, le jour en fait où je passe chez le notaire, c'est je ne vais pas payer de manière fictive 90 000 € à l'acheteur pour rester durant 10 ans dans mon logement. Si je voulais, aller dans un autre logement équivalent, je paierais mes 90 000 € pas one shot pour une seule fois, mais plusieurs fois durant l'année. Et le problème, c'est que finalement, bah, ce serait beaucoup trop avantageux pour l'acheteur qui finalement aurait une décote immédiate de 90 000 € et finalement ce reliquat, enfin ce différentiel, il pourrait le placer ailleurs et du coup générer davantage en fait d'intérêt. Donc c'est la raison pour laquelle on ne va pas retenir 90 000 €, mais on va retenir en réalité beaucoup moins. Ça, en fait, comment ça va fonctionner? On va tout simplement dire, eh bien, on va faire un principe d'actualisation, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que, l'argent n'étant pas payé one shot directement le jour du passage chez le notaire, mais sous forme entre guillemets «de loyers fictifs» qui sont payés tous les mois durant 10 ans, on va venir actualiser un certain taux et ce taux d'actualisation qui pourrait être vu finalement comme un taux d'un prêt, hein, en quelque sorte, hein, c'est comme si, c'est une facilité de paiement, sera retenu à 3. Et donc dans ces cas-là, on n'aura pas effectivement le DUH ne sera pas égal à 90 000 €, mais en réalité un petit peu moins. Alors ça, c'est des calculs un peu complexes, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais admettons peut-être pour 3 sur 10 ans, on obtiendrait, je vais dire une bêtise, mais peut-être 90 000 € de DUH.
on aura un petit peu moins. Une fois qu'on a calculé le DUH, eh bien, on va pouvoir calculer la valeur occupée. La valeur occupée, elle se calcule comment? Eh bien, c'est extrêmement simple à calculer, hein. On va tout simplement prendre la valeur vénale libre et on va soustraire le DUH que l'on a calculé. Dans mon exemple, 220 000 €. Pourquoi? Tout simplement parce que la pleine propriété du bien, c'est la réunion de 2 choses, la valeur occupée et le droit d'usage d'habitation. De manière, similaire, hein, c'est comme si, c'était, si vous connaissez un petit peu mieux les histoires de démembrement, la nue propriété plus l'usufruit. La réunion des 2, on obtient, du coup, la pleine propriété. Ici, c'est un petit peu différent, on a un droit d'usage d'habitation. On a ce qu'on appelle, uniquement, finalement, l'usage et pas l'abusus, comme ça peut être le cas finalement d'un usufruit. Pardon, pas l'usus, le fructus. Usus plus fructus égale usufruit. Là, le DH, on a que l'usus, on a des droits un petit peu, on a moins de droits qu'un usufruit puisque le vendeur ne pourrait pas mettre en location, le bien immobilier. Donc on obtient ici, la valeur occupée, 220 000 €. Cette valeur occupée finalement, bah, c'est la valeur du bien, occupé, par le vendeur durant une durée moyenne de 10 ans avec, finalement un loyer entre guillemets «fictif», hein, qui a été déterminé avant. Cette valeur occupée eh bien, le vendeur va pouvoir, le récupérer cet argent, de 2 manières, sous forme d'un bouquet et sous forme d'un stock de rente. Alors du coup, là, ça va être vraiment, entre l'acheteur et le vendeur, hein, la répartition. Admettons que si le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord sur un bouquet de 50 000 €, eh bien le stock de rente à payer sera égal à 220 000 € moins 50 000 €. Autrement dit, le vendeur devra récupérer en moyenne 170 000 € durant, une durée, de 10 ans. Là, je mets de côté, l'inflation parce qu'il faut savoir que les mensualités, enfin les rentes seront revalorisées annuellement, à hauteur d'un indice qui est généralement, celui de l'inflation. Donc on a 170 000 € de stock de rente, et bah, ce stock de rente, on va le convertir en rente viagère sur une durée, de 10 ans. De la même manière que la petite histoire que je faisais tout à l'heure avec le taux d'actualisation, alors là, on va pas parler de taux d'actualisation, on va parler de taux technique, c'est assez similaire, mais l'idée c'est de se dire: le vendeur va, accorder une facilité de paiement, à l'acheteur en lui disant: «Eh bien, ces 170 000 €, vous allez me les payer pas en une seule fois», comme si c'était finalement un unique bouquet. Non, on va faire en plusieurs fois, on va faire un paiement mensuel durant 10 ans, 270 000 € et cette facilité de paiement que je vais vous accorder et ben, je vais vouloir être rémunéré. Pourquoi? Parce que finalement, je ne vais pas vous dire: «Donnez-moi 170 000 €, divisé par, 10 divisé par 12, hein, divisé par, 120 mensualités». Le vendeur va pouvoir demander un peu plus puisqu'en réalité, c'est de l'argent qui va lui être restitué dans le temps. Donc comme une banque finalement, il va demander un taux d'emprunt qui est ce qu'on appelle un taux technique d'une rente viagère. Ce taux, généralement, on va recommander plutôt un taux, soit qui va être proche pour une même durée d'un taux qu'on pourrait avoir, sur le marché bancaire, mais aussi d'un taux quand même qui reste assez proche du rendement locatif pour que ça puisse être équitable pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce taux, exactement comme ce que fait une banque, hein, ce taux pourrait être conditionné par, la solvabilité de l'acheteur. Si on a un acheteur qui est extrêmement solvable, bah et on pourrait ne pas demander le même taux technique, qu'un acheteur qui est très peu solvable ou qui a une situation un peu compliquée. Ça paraît logique, parce que le risque pris par le vendeur en transformant ce stock de rente en rente viagère et au contraire, en ne demandant pas un bouquet, supplémentaire, et bien, c'est un risque qu'il va prendre et ce risque pourrait être rémunéré de manière logique. En tout cas, c'est ce qu'on fait, dans le marché bancaire classique et en finance de manière générale. On va rémunérer, davantage un risque pris et donc ça, le vendeur pourrait le faire. Dans mon exemple, je vais retenir, hein, si on retient par exemple un taux technique de 3. De la même manière, eh bien, une rente, on va dire calculée de manière, naïve, pourrait être 170 000 divisé par 12 fois l'espérance de vie, ici, 10 ans, 1 416 €. En réalité, puisque je vais avoir un taux technique, je vais pouvoir demander un peu plus. Alors peut-être qu'effectivement, je vais demander par exemple, 1 600 € de rente, admettons que c'est 1 600 € avec un taux de 3 sur une durée de 10 ans.
Le calcul est un petit peu bon, bah, c'est pas qu'il est complexe, mais, en fait, c'est exactement la même formule de calcul que vous pouvez récupérer pour le calcul d'un prêt immobilier. Il existe des formules, hein, sur Excel, par exemple, hop, on pourrait juste pour vous montrer après à quoi, quel montant on pourrait s'attendre pour si on transformait 170 000 € à 3 sur 10 ans en mensualité, eh bien, on obtiendrait, du coup, hop, voilà, j'étais pas très loin, on obtiendrait 1 641,53 et donc de manière logique, hein, si je demandais, un taux plus élevé, par exemple 5, eh bien, voilà, ma rente va augmenter à 1 800 € dans mon exemple. Hop, je vais la remplacer directement là, ce sera plus simple. Donc voilà, ma rente, calculée est de 1 641 €. Cette rente, en plus effectivement de ce taux technique, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus avoir des taux techniques, enfin, il faut avoir un taux technique qui est raisonnable, hein. Aujourd'hui, les taux, d'emprunt ont quand même beaucoup augmenté, mais il faut quand même rester sur un taux technique raisonnable. Pourquoi? Parce qu'en plus, tous les ans, l'acheteur, va, récupérer, c'est un taux ici qui est net d'inflation, puisqu'il va récupérer en plus une hausse de sa rente, car elle sera indexée sur l'inflation. Donc voilà un petit peu comment fonctionnait le calcul de la rente viagère. Sur, le calculateur Vita Pecunia, comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez avoir, tous les calculs que je vous ai présentés vont directement être intégrés avec des rapports que l'on va générer. Alors ce calculateur est plutôt, a été conçu de base pour les professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, conseillers en gestion de patrimoine, notaires et cetera. Un utilisateur, il est accessible quand même, hein, pour une personne qui voudrait vendre ou acheter, il y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'à la fin, vous verrez, on va générer plutôt des rapports, qui seront à destination des vendeurs et des acheteurs. Encore une fois, ce rapport, pourrait très bien convenir à un acheteur ou à un vendeur. Donc ce logiciel, pourrait être ouvert également à des acheteurs ou à des vendeurs. Donc, le contrat, viager ici, donc il est extrêmement détaillé, hein, ce logiciel, on peut vraiment aller très loin. On peut faire un viager avec une réserve de DUH, comme je vous ai montré tout à l'heure, réserve d'usufruit, viager libre, vente à terme occupée DUH, vente à terme occupée usufruit et vente à terme libre. On peut aller beaucoup plus loin parce qu'on pourrait même venir finalement, limiter, par exemple, la durée du droit réservé. C'est-à-dire, on pourrait dire, eh bien, tout à l'heure, je vous ai présenté un DUH qui s'éteint au décès, du vendeur, mais on pourrait aussi contractuellement dire, ce DUH s'éteint au décès du vendeur dans la limite, par exemple, de 10 ans. C'est-à-dire que bon, c'est derrière, effectivement, il y a des choses que le vendeur et l'acheteur devront bien comprendre, puisque dans mon exemple, ça veut dire que si, le vendeur, vit, 12 ans, eh bien, en fait, dès la 10e année, il doit quitter son logement. Ce qui est pas forcément, très intéressant, enfin, opportun pour lui, après à voir effectivement, si, c'est dans ses projets. Mais on pourrait effectivement, voilà, préciser une durée temporaire. Je peux préciser si je veux faire un vendeur, couple ou pas. Je vais, retenir par exemple une date de naissance, le, 4 janvier 1940. Donc c'est un homme, qui, en 2023, a 83 ans. Je peux personnaliser le taux technique de la rente, ou si je ne le personnalise pas, ben là je vais retenir mon rendement locatif. Je vais retenir les mêmes exemples tout à l'heure, donc 300 000 €. Je vais prendre par contre, un bouquet de 50 000 € et je vais retenir un loyer mensuel hors charge de 1 000 €. Donc ça va me permettre effectivement de, voilà, de revoir un petit peu les calculs. On est sur un rendement locatif de 4. Alors, j'ai juste fait une petite erreur. Je vais hop, tac. Oui, donc je vais avoir, hop, un rendement locatif à 4, un taux technique de la rente à 4. Je vais, du coup, déterminer pour 83 ans, bah, oui, tout à l'heure je parlais de 10 ans pour simplifier. Bah, voilà, la table TGH, TGF 0,5 me donne plutôt une espérance de vie à 8,6 ans, INSEE 6,8 et j'ai la possibilité, alors par défaut, en fait, on fait, le logiciel va retenir la moyenne des 2 espérances de vie. Donc du coup, je peux mettre, voilà, je peux mettre des espérances de vie assez différentes, hein. Évidemment, plus l'espérance de vie, va être faible, plus la durée est courte, donc plus la rente mensuelle va augmenter. Hop, et après, je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, de pouvoir éditer
Des rapports sur lesquels que je peux personnaliser, hein. Je peux personnaliser mon nom ici. Je peux personnaliser aussi, je peux rajouter, un logo, le logo de mon agence immobilière si je le souhaite. Et ça, voilà, je vais avoir une étude de projet de vente, par exemple, avec une réserve de DUH pour le vendeur. Je vais pouvoir générer la même chose aussi pour l'acheteur, qui va être assez intéressant puisque, je vais aussi pouvoir visualiser la décomposition du prix de vente et puis aussi voir, l'évolution, enfin le cumul des versements que je vais avoir, l'évolution de la valeur de mon bien. Alors dans les paramètres, on peut paramétrer si on le veut, une hypothèse de revalorisation du bien, donc c'est pour ça que cette courbe orange augmente dans le temps, et ça me permet de visualiser, eh bien, au bout de combien de temps, par exemple, au bout de 18 ans, je m'aperçois que j'ai mis autant d'argent que la valeur de mon bien. Autrement dit, passé 18 ans, là, mon opération serait plus rentable. Alors que l'espérance de vie que j'ai retenue ici, elle est de 12 ans. Donc ça reste quand même intéressant. Ça ne veut pas dire forcément que le vendeur vit plus longtemps que son espérance de vie, que l'opération n'est pas rentable. Là, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit directement. Voilà au niveau des différents calculs sur le viager, la présentation, du simulateur. Si, vous voulez tester le simulateur, vous avez une version de démonstration totalement gratuite, avec un lien dans la description ci-dessous. Et vous pouvez aussi, le commander, directement. Ce logiciel est directement accessible en ligne.